D'abord, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence qui va entamer une série de conférences sur l'économie à l'épreuve du Covid-19. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maya Altig, directrice générale de la Fédération bancaire française, qui sera présentée tout à l'heure par notre ami Jean Vecchierini de Matra, président de notre groupe professionnel assurance, sachant qu'une des prochaines conférences abordera justement cette thématique du secteur des assurances face à la crise du Covid-19. Cette conférence est organisée par nos sections régionales, que je remercie, les sections régionales de la Réunion, de Côte d'Azur-Alpes, ainsi que le Cercle Outre-mer, avec le soutien technique, et je remercie Philippe Désert, qui est notre chef d'orchestre, maintenant clandestin, du campus de Sciences Po Menton, qui fait aussi que des étudiants de Sciences Po Menton se rendent sur ces conférences qui ne sont pas simplement uniquement dans le petit monde ou l'entre-soi des anciens de Sciences Po. Et le thème qui va être traité sera celui des banques face à la crise. De multiples mesures ont été prises au plan national et au plan européen sur la thématique protéger et relancer, point d'interrogation, et peut-être que tout est dans le point d'interrogation. Tout à l'heure, je serai le monsieur loyal pour les questions. Encore une fois, mille merci à toutes et à tous d'être là. Et je passe tout de suite la parole à Jean Vecchierini de Matra pour qu'il présente notre intervenante de ce soir. À toi, Jean. Merci beaucoup, Pascal. C'est un grand plaisir de pouvoir présenter Maya Altig. Maya est diplômée de l'ENSAE. Elle est sortie de l'ENA en 2000 et elle a exercé ensuite tout un ensemble de responsabilités à la Direction générale du Trésor, à la fois dans le domaine bancaire, financier et des assurances. Elle a notamment été sous-directeur des assurances ou sous-directrice au choix. Entre 2012 et 2016, elle a acquis une expérience absolument majeure sur les marchés comme directrice générale adjointe de l'agence France Trésor, qui est, comme vous le savez, en charge de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État. Avant de rejoindre la FBF, elle était directrice générale adjointe de la Fédération nationale du crédit agricole, en charge des finances et des risques des caisses régionales. C'est dire que tout son parcours l'a prédestinée, en tout cas l'a préparée, je vois son sourire de modestie à l'écran, l'a préparée aux fonctions très importantes de directrice générale de la Fédération bancaire. Merci beaucoup, Jean, de cette présentation. Et je vous passe, chère Maya Altig, tout de suite la parole, je crois, environ pour un quart d'heure. Et ensuite, on engage le débat dans notre petit réseau qui est maintenant à 127 personnes. Voilà, la parole est à vous. Et encore une fois, mille merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Jean. Et merci à tous pour votre présence. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureuse et honorée de pouvoir échanger avec vous dans toute votre diversité, bien sûr, internationale, d'expérience, etc. Alors, il y a un point commun, effectivement, entre mes différents postes, qui est que j'ai toujours eu l'occasion de travailler avec Jean Vecchierini de Matra. Donc, effectivement, c'est une assez bonne préparation et je crois qu'il pourra aussi dire qu'il y a un fil rouge, je dirais, dans l'action entre les fédérations professionnelles, les pouvoirs publics et puis les acteurs du monde financier, qui est, en cas de crise, de pouvoir dialoguer, discuter, trouver les meilleures solutions pour en sortir. Voilà. Et pouvoir également se nourrir d'expériences parfois douloureuses et parfois marquées de succès également. Et donc, ça, c'est un élément qui est très important et qui facilite aussi la gestion, la résolution des crises au fil du temps. Alors, je voudrais dire quelques mots très brefs sur la Fédération bancaire française et son rôle.
La fédération bancaire représente toutes les banques installées en France, 340 entreprises bancaires, dont 115 banques étrangères. Nous avons également 103 comités territoriaux qui sont des relais extrêmement importants, des représentants de la banque, disons, au niveau de chaque région, qui peuvent être soit des dirigeants de banques régionales, dont le siège est en région, ou des personnes qui exercent leurs fonctions, je dirais, en lien direct avec un siège national. Donc, il y a vraiment cette diversité de secteurs et d'organisations, et puis ce lien fort avec le territoire pour dialoguer avec tout le monde. Et pour moi, c'est un élément très important de fonctionnement, en particulier en période de crise, et je vais l'illustrer dans mon propos. Alors, l'ampleur de cette crise, son mot-clé, bien évidemment, c'est l'adaptation. Et puis, il y a un élément très simple qui est juridique. Les banques françaises sont qualifiées d'opérateurs d'importance vitale. Ce ne sont pas les seuls, mais quand on regarde finalement ce qui se passe en ce moment, on s'aperçoit que ces trois mots, opérateurs d'importance vitale, prennent un sens vraiment tout particulier. D'abord, les banques, elles opèrent. Ça a l'air tout à fait évident, mais elles continuent à travailler, elles font leur métier. Elles le font de façon particulièrement importante en ce moment parce que la trésorerie, quand tout s'arrête autour, eh bien, c'est fondamental pour la vie des entreprises, c'est fondamental pour la vie quotidienne des citoyens. Et puis, le fait que ce soit vital, eh bien, là encore, c'est à la fois le quotidien de chacun et la sécurité des salariés. Donc, si je veux résumer ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une orientation des moyens, de l'énergie et des systèmes des banques sur la continuité de ces services essentiels. Et les 362 800 salariés du secteur sont vraiment mobilisés avec un engagement sans faille qui a été souligné par le ministre de l'économie à plusieurs reprises avec d'autres dirigeants, le gouverneur de la Banque de France ou d'autres ministres encore. Voilà. Ce qui permet finalement d'arriver au cœur de mon propos, qui est d'expliquer en quoi on dit aujourd'hui souvent que les banques sont une partie de la solution de cette période que nous vivons. C'est une formule qu'on entend souvent. Et donc, en quoi le sont-elles ? Alors, c'est assez. Il y a un élément fondamental qui est que les banques ont beaucoup appris de toutes les crises qui se sont succédées depuis 40 ans. Et puis, bon, évidemment, si on regarde sur le long terme, il y a toute une série de crises. Mais au fond, en particulier la crise de 2008, elle a permis d'apprendre beaucoup de choses, et notamment de garder la conviction qu'une nouvelle crise nécessiterait de la réactivité et de la cohésion dans l'action. C'est une crise qui a également conduit à énormément renforcer au plan qualitatif et quantitatif la force des banques françaises, qui est leurs fonds propres et leur liquidité. Une banque, elle exerce son métier parce qu'elle a des fonds propres solides. On lui demande d'avoir du capital pour prêter et donc elle doit le renforcer, elle doit dégager du résultat et empiler ce résultat afin de renforcer ses fonds propres. Et puis par ailleurs, elle a de la liquidité. Donc, ces niveaux ont fortement augmenté et surtout, ils se sont beaucoup diversifiés, ce qui évite les phénomènes de concentration sur un domaine ou l'autre. Donc c'est vraiment ce pilotage très fin qui permet aux banques aujourd'hui de commencer la crise de façon solide et de prendre des mesures volontaires pour accompagner l'économie, soit sur leur propre activité, soit en lien avec l'État, en distribuant ce prêt garanti par l'État dont on parle beaucoup. Alors, il y a un autre atout qui est extrêmement important dans le secteur bancaire, qui n'est pas financier, c'est un élément qui est la qualité du dialogue social. Je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie collective, les moyens, etc., sont extrêmement sollicités. Donc, on parle de personnes, on parle de vie des personnes, puisque finalement, les habitudes de travail sont complètement chamboulées, que ce soit chez soi ou dans les sièges. Il faut savoir qu'un assez grand nombre de salariés des banques travaillent dans les sièges et puis, bien évidemment, beaucoup d'entre eux travaillent en agence. Et donc, les habitudes de la vie quotidienne sont chamboulées et les sites sur lesquels on travaille habituellement ne sont pas fréquentés de la même manière. Voilà. Et donc, tout ça, ça veut dire que ceux qui avaient misé sur la qualité du dialogue social et de la relation professionnelle, et c'est le cas dans le secteur bancaire, il y a un dialogue social très riche au niveau des branches et au niveau des salariés,
eh bien ceux-là, en fait, ils ont un coup d'avance dans l'adaptation à la crise. C'est un élément très important parce que le cœur de mon propos, c'est d'expliquer que cette mobilisation rapide et sans précédent du secteur bancaire français, elle n'a été possible que grâce à tous ces atouts cumulés. Alors, je vais vous exposer premièrement ce que nous avons fait, le film des événements, et puis deuxièmement, comment est-ce qu'on le fait, comment on l'a mis en place et comment on l'améliore en continu. Ça, c'est un élément, là encore, l'adaptation, ce n'est pas seulement au moment où on tombe dans la crise, c'est aussi en continu dans la crise. Ça, c'est très fort, c'est un enseignement majeur. Alors, qu'avons-nous fait le film, on se souvient tous de ce week-end où le 15 mars, on apprend que le confinement va commencer le mardi, finalement. On apprend le week-end du 14-15 que le confinement va commencer. Donc, le dimanche 15 mars, les banques publient un engagement proactif de donner des moratoires de crédit de plusieurs mois à leurs clients commerçants, artisans, PME, qui vont avoir pendant une période dont on ne connaît pas encore la durée, un arrêt d'activité. Donc ça, c'est un dispositif qui est lancé à ce moment-là, qui continue à se déployer en fonction des besoins et donc qui est traité de façon rapide et sans frais additionnels. Donc ça, je dirais, c'est la mesure sur le stock de crédit existant. Et puis très vite, le vendredi 20, donc on se replace, le mardi 17, on se confine. Le vendredi 20, l'élaboration du prêt avec la garantie de l'État commence. Et donc, jusqu'au 23, on a un travail vraiment jour et nuit avec Bercy, avec l'ensemble des pouvoirs publics d'ailleurs, les banques et puis la Banque publique d'investissement qui sera l'opérateur technique du dispositif pour s'assurer, par exemple, qu'il n'y a pas de demandes multiples de PGE. Voilà, pour s'assurer, je dirais qu'il y a un dispositif vraiment très, très unifié sur ce point. Alors, les prêts garantis par l'État sont destinés à des entreprises qui ont besoin de trésorerie pour traverser cette période, avec deux éléments. D'abord, c'est un prêt qui engage chacun. C'est un prêt qu'il faut pouvoir rembourser. Et donc, les entreprises en grande difficulté avant la crise n'y sont pas éligibles. Ça, c'est un élément qui est tout à fait fondamental, puisque si l'État choisit de s'engager à travers une garantie à un prêt qui transite par une banque, c'est qu'il considère que le mécanisme du crédit et de l'analyse du remboursement, il doit se poursuivre. Il donne sa garantie pour que des personnes qui, en temps normal, vu les perspectives, auraient probablement eu énormément de difficultés à entrer. Donc, il y a un champ de couverture qui est beaucoup plus large qu'un crédit normal, mais pour autant, ce n'est pas du tout un mécanisme subventionnel où on prête en soutenant des personnes dont on savait qu'elles étaient déjà en très, très grande difficulté avant la crise. Voilà. Et donc, à l'inverse, comme tous les dispositifs qui ont été mis en place, que ce soit le chômage partiel ou le fonds de solidarité, il est demandé également à toutes les entreprises en France d'avoir une approche citoyenne, donc de ne pas y recourir si elles n'en ont pas besoin, par exemple parce que leur trésorerie est abondante. La trésorerie de beaucoup d'entreprises françaises avant la crise était abondante et donc, voilà. Donc, il y a ces deux éléments d'équilibre qui sont très importants, qui sont définis pendant ce fameux week-end et qui aboutissent au fait que le 24 mars, le mardi, il est possible de diffuser dans chaque réseau bancaire pour l'information des chargés de clientèle. Donc, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur le terrain, donc une amplification très forte. Le 24, on diffuse les modalités selon lesquelles ce PGE va être distribué. Ça implique également des équipes dans les sièges avec des responsables de gestion des risques, de gestion comptable, de décaissement, de gestion contractuelle, etc. Donc, au total, on estime qu'on a plus de 60 000 personnes sur le terrain qui sont mobilisées sur ce PGE, avec donc une décision des banques également de le distribuer à prix coûtant. Autrement dit, on paye le coût technique, le coût financier, mais on ne paye pas davantage. Donc, ce service, c'est la garantie de l'État, en fait, que les clients payent. Il y a un barème public qui est payé. Alors, donc, le 25 mars au matin, après la formation de la journée du 24, le PGE est proposé. Alors, je vais vous donner des chiffres moins de 4 semaines après le démarrage, puisqu'ils sont arrêtés à mardi soir et les 4 semaines, c'était hier. 340 000 demandes de prêts enregistrées dans les banques pour à peu près 65 milliards d'euros.
C'est un chiffre qui augmente de 3 milliards environ chaque jour. Donc, c'est une vitesse absolument considérable. C'est multiplié au moins par 5 par rapport au crédit de trésorerie en temps normal. Et ça peut dépendre des banques, mais en tout cas, c'est un facteur multiplicateur extrêmement important dans une période où, comme vous l'avez vu, il y a effectivement des tensions opérationnelles et où on ne travaille pas forcément dans les conditions optimales. À aujourd'hui, plus de 95% des demandes obtiennent une réponse positive de leur banque. Et une étude devrait être publiée sous peu, mais le gouverneur de la Banque de France en a dévoilé quelques lignes le week-end dernier dans un journal du dimanche que vous reconnaîtrez. Ces prêts sont majoritairement accordés à de petites entreprises. 90% à des TPE, pour 90 000 € en moyenne. Et puis, c'est 90% finalement des encours qui sont attribués soit à des TPE, soit à des PME. Et les retours sont assez variés. Je ferai un point dans un deuxième temps très vite sur tout ce qu'on fait pour améliorer. Mais si on prend un retour très macro, c'est donc une distribution massive et puis une satisfaction qui est large. Je vais prendre une enquête de la CPME qui fait état que 80% de ses adhérents qui ont eu recours à une banque s'estiment bien accompagnés par leur banque. Donc, c'est un chiffre qui montre que nous répondons présent, nous continuons à le faire. Et puis, il ne s'agit pas je dirais, uniquement de se féliciter de ce qui fonctionne, mais de se dire comment est-ce qu'on améliore les autres retours. Qu'est-ce qu'on améliore? Qu'est-ce qu'on a amélioré en continu? Ce premier bilan macroéconomique, il est très encourageant. Et donc, je vais passer à l'explication de la manière dont on le fait fonctionner au quotidien et dont on l'améliore. Alors, on échange au quotidien, comme je l'ai dit, avec les pouvoirs publics et puis avec les organisations. Le MEDEF, la CPME, toutes les organisations d'entrepreneurs, les chambres consulaires, CCI France ou les chambres des métiers et de l'artisanat, et tous contribuent à bien comprendre le dispositif et à clarifier un certain nombre de points. Le sujet, bien sûr, de l'éligibilité des entreprises et du fait que celles qui étaient en grande difficulté avant, eh bien, c'est un sujet extrêmement sensible qu'il faut pouvoir faire comprendre. On est dans un mécanisme de prêt. Les mécanismes pour des entreprises qui sont en très grande fragilité, ils sont différents. Donc, on a élaboré très vite, sous l'égide de Bercy, ce qu'on a appelé une FAQ, donc une foire aux questions. Alors, le nom est toujours un peu bizarre, mais cette FAQ, elle a été publiée dans sa seconde édition. Et elle traite un certain nombre de sujets qui sont les remontées de champs d'application, de procédures, comment ça fonctionne. Donc, ce sont des contacts très importants, que les remontées soient positives ou négatives, ça permet d'améliorer, d'expliquer. Alors, il est important aussi d'avoir des points communs entre les banques. On a la chance d'avoir un secteur bancaire vigoureux, dont l'offre, les modes d'organisation sont variés, et puis dont, je dirais, la clientèle est également variée, pour répondre aux besoins du plus grand nombre. On s'est quand même engagé à des points communs. Et donc, cette FAQ, c'est également une occasion de formaliser des engagements dans le sens de la simplification, de la rapidité. Donc, il y a des diligences accélérées, proportionnées à la situation du client. Des diligences accélérées, ça veut dire une instruction en 5 jours environ pour un dossier de PME. Ça peut être plus rapide. Il peut arriver que ce soit plus lent, et là, ce qui est très important, c'est d'expliquer en cours de route pourquoi c'est plus long, parce qu'il y a un document fondamental qui est important, mais là encore, la documentation, elle a été revue. On ne demande pas de documentation excessive. Dans le feu du lancement, on avait, je dirais, des documentations qui ont énormément irrité au tout début, de toutes petites entreprises qui disaient « mais enfin, on ne peut pas me demander de plan de trésorerie ». Et donc, ça a été rectifié. Ça n'est demandé que si c'est totalement indispensable. Et puis, il y a une aide pour projeter les éléments essentiels. Encore une fois, en 3 jours, tout ne peut pas être parfait. Et ce qui compte surtout, c'est d'écouter pour améliorer. Ça, c'est fondamental. Aucune garantie ou sûreté n'est à prendre sur le patrimoine du professionnel ou du chef d'entreprise. Là aussi, on a eu au tout début des remontées de certains. Alors, très difficile de quantifier combien de personnes se le sont vues demander effectivement. Ce qui compte, c'est qu'il y en ait 1 ou 2 qui l'aient demandé pour que tout de suite, ça apparaisse comme un motif d'insatisfaction.
Et donc, la réponse, elle est très simple. On refait connaître la règle, on refait connaître l'engagement. Et notre plus grande fierté, finalement, c'est quand on nous dit la semaine suivante, bah, écoutez, le problème que je vous ai signalé la semaine dernière, vous aviez raison, il n'existe plus, la communication a bien été faite, etc. Ça, c'est vraiment un motif de satisfaction très fort. Et puis, une attention apportée aux services de proximité, dans le commerce et l'artisanat, et puis aux startups. Alors, c'est évidemment difficile de faire un bilan en cours de route, puisque aujourd'hui, finalement, ce qui sera fondamental, c'est le rythme de reprise et le rythme de déconfinement. C'est ça qui guidera la suite du dispositif. On a aujourd'hui donc 65 milliards de demandes sur la table. L'enveloppe, elle est de 300 milliards d'euros. Je vais vous montrer, avant de conclure, une comparaison avec d'autres pays. La KfW en Allemagne, qui est un équivalent à peu près de la Caisse des dépôts, disons, enfin c'est une somme Caisse des dépôts plus BPI, coordonne les actions de soutien gouvernemental. Il y a 50 000 demandes, voilà, donc, dont 10 000 de PME. Donc, c'est quand même un volume nettement inférieur à celui de la France. Bien entendu, le dispositif allemand a été assez médiatisé parce qu'il propose une garantie à 100%. Ce qui a été moins médiatisé, c'est que cette garantie publique à 100%, elle est conditionnée au fait que l'entreprise ait eu un résultat bénéficiaire pendant les, je crois, 2 ou 3 années précédentes. Condition qui n'existe pas en droit français. Donc, voilà. Aux Pays-Bas, il y a 100 000 entreprises, donc à peu près 5,4 milliards d'euros disponibles. Et puis, en Belgique, il n'y a pas eu de dispositif public, semble-t-il, mais des dispositifs de report de paiement qui existent aussi en France. Donc, quelques exemples. Le sentiment qu'on a, c'est que la France a un champ qui est extrêmement large et protecteur et qui, du coup, forcément, massivement, crée beaucoup de questions au fil de l'eau, au fil du temps. Et donc, ce qui est important, c'est de conserver en tête que dans une très grande majorité de cas, je l'ai redit, moins de 5% de refus, il y a une réponse. Et que là où il n'y a pas de réponse, eh bien, il y a des mécanismes. Il y a un médiateur du crédit qui peut orienter, et puis il y a des dispositifs qui se mettent en place et qui vont probablement également continuer, notamment dans des domaines dont la reprise d'activité est particulièrement complexe. Voilà. Alors, quelques mots pour conclure. Accompagnement, amélioration continue, donc ce sont les objectifs, comme je l'ai dit. Et puis, je vais conclure, Monsieur Perrineau, en finissant sur 2 mots qui m'ont beaucoup frappé dans une tribune que vous avez publiée. Le premier, enfin 2 expressions, je dirais. La première, c'est le recentrage sur le vital. Et donc ça, c'est bien la notion de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, si je l'interprète dans notre domaine, finalement, c'est de résoudre assez méthodiquement les questions qui se posent, d'intervenir massivement sur la trésorerie et finalement de ne pas se formaliser, je dirais, de questions qui arrivent et de se focaliser sur la solution qu'on va apporter. Et puis, le deuxième élément, c'est la proximité. Puisque si le PGE a été mis en place via les banques, c'est aussi pour leur connaissance client, pour éviter, pour permettre justement une gestion au plus proche du cahier des charges, et puis pour permettre que des problèmes se règlent sur le terrain. Et finalement, au plan européen également, on voit bien que chaque solution a été différente, puisque les structures nationales, les tissus économiques et la force des banques sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre. Voilà, donc, le mot de la fin, ce sera vraiment de tirer mon coup de chapeau aux salariés du secteur bancaire et puis à tous nos interlocuteurs externes avec lesquels on échange. La franchise des échanges est extrêmement importante pour pouvoir continuer. Et puis ces remerciements, ce sont des gestes de reconnaissance externe qui comptent beaucoup, puisque ce que nous voulons tous, c'est sortir de cette période au mieux. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour la suite. Merci beaucoup de cette présentation extrêmement claire de ce qu'a fait le secteur bancaire et merci d'avoir rendu visible ce qui n'est pas toujours visible dans les détails pour tout le monde, d'avoir montré la manière dont en effet le secteur bancaire a beaucoup appris du passé, ce qui a permis en effet la réactivité que nous avons vue. À partir des atouts aussi de ce secteur bancaire français, et de montrer que derrière des stéréotypes qui continuent à fonctionner sur le secteur bancaire peut s'intéresser en effet aux préoccupations des Français telles que je tentais de les retracer. En effet, cette
ce recentrage qu'on sent extrêmement fort, quel que soit le secteur, sur le vital, sur l'essentiel, et Dieu sait si la trésorerie est un besoin essentiel, et sur la proximité. Alors, vous avez peut-être qu'avant qu'on commence, il y a déjà des questions, en effet, dont je me ferai le porte-parole. Jean, peut-être une première question pour lancer le débat? Je vais laisser la place à nos amis. Bon, très bien. Merci de cette modestie légendaire. Bien. Je pose des questions sur l'assurance la semaine prochaine. D'accord, très bien. Voilà. Alors, dans quelle mesure un consensus financier au niveau européen, Corona Bonds, peut-il se mettre en place au regard des différentes politiques publiques propres à chaque pays? Quelle est, selon vous, la marge donc de manœuvre et d'éventuelles possibilités d'un consensus financier au plan européen? Bon, je sors de mon domaine plutôt pour me rattacher à l'expérience personnelle que j'ai vécue à l'agence France Trésor, en fait, initialement. Le monde, enfin la gestion de la dette, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à la fois très national, puisque effectivement, dans l'exemple qui est donné ici, enfin dans la situation que nous vivons, il y a ces impacts qui sont très variés à la fois au plan sanitaire et économique. Et puis, c'est quelque chose de très international. Les gestionnaires de dette, ils se connaissent tous et ils ont les mêmes investisseurs, voilà, plus ou moins actifs, mais ils échangent beaucoup sur leurs connaissances. Et voilà, c'est un monde qui est au fond extrêmement interconnecté et lié. Et donc, je pense que le point central, finalement, ce n'est pas forcément l'émission, et là, je m'exprime à titre personnel sur un domaine sur lequel on ne s'est pas positionné. Le sujet n'est pas tellement la technique selon laquelle ce consensus va se mettre en place, mais finalement, le niveau de risque collectif que l'on est prêt à prendre. Voilà. Donc, c'est une question qui est vraiment, je dirais, assez politique, parce qu'ensuite, dès lors qu'on est d'accord sur le montant souhaité collectivement et sur la mutualisation du niveau commun de risque, la technique suivra. Voilà, ça ne fait aucun doute. Donc, le sujet, c'est vraiment le sujet politique du partage. Est-ce qu'on est prêt pour le fait que certains aient été plus malades que d'autres, ou aient fait moins d'investissements dans leur système de santé, ou est par peut-être, je ne sais pas, pour des raisons médicales, un climat différent qui peut influer aussi sur la dispersion de la maladie. Voilà. Donc, sujet hautement politique, la technique suivra, je pense. Très bien. Autre question, quel impact du Covid-19 sur les bilans des banques en termes de gestion actifs, passifs, etc. Quel est votre regard sur cette affaire? Oui, alors, ces éléments, je pense, se déploieront dans les résultats des banques au fil des mois. Tout l'objectif de l'action qui est menée aujourd'hui, c'est justement de permettre, tous ces prêts de trésorerie, ils sont fournis justement pour permettre aux entreprises de traverser la crise et donc pour minimiser ce risque in fine. Si bien que c'est assez difficile aujourd'hui, au cœur de la crise, de faire un calcul de niveau de risque qui suppose une forme de stabilisation ou de visibilité. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un point qui sera dans la main de chaque banque au moment de la publication de ses résultats, partout dans le monde, voilà, entre le mois de mai et le mois d'août. Ce sera lié finalement au dispositif de sortie. Très bien. Alors, je crois que notre ami Abdullah Lala, qui est président de la section des Sciences Po Alumni à La Réunion, a envie de vous poser une question. Merci, Président. Bonsoir, Madame. Donc, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation et de venir représenter la Fédération des banques au sein de cette conférence. Moi, je voudrais plutôt vous relayer un témoignage terrain d'un département ultramarin qui est La Réunion, qui est caractérisé, vous le savez, par beaucoup de petites et moyennes entreprises. Et j'ai l'impression que la réalité, en fait, de La Réunion n'est pas celle qu'on peut rencontrer dans d'autres régions. Je dirais qu'il y a même une pratique de place
qui a été constatée ici. Et à mon sens, parce qu'en plus je suis expert comptable et donc je suis impliqué et présent auprès des entreprises sur le terrain, j'ai l'impression qu'on a deux types finalement d'attitudes de la part des banquiers. Pour les entreprises qui allaient bien et qui vont traverser la crise sereinement, les prêts garantis par l'État sont accordés assez facilement. Alors, en réalité, et même ces entreprises n'en ont pas besoin, mais ça se passe très très bien. Et donc là, aller appeler à la citoyenneté des entreprises qui sont quand même aujourd'hui dans l'incertitude, c'est difficile. Donc elles les sollicitent, elles l'obtiennent. La plus grande difficulté pour ma part, ça concerne les entreprises qui étaient déjà en difficulté et pour lesquelles la crise est venue aggraver cette situation-là. Et pour celles-là, lorsqu'on a recours, donc on se retourne vers les banques et on leur demande finalement d'accorder un crédit de trésorerie qui est garanti à 90% par la puissance publique, eh bien, on nous demande un certain nombre de documents comptables, d'informations, qui nous est très difficile aujourd'hui de fournir. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, une prévision de trésorerie à 6 mois, alors qu'on ne sait pas quand est-ce que le confinement même si on sait qu'il va sortir, qu'on va sortir le 11 mai, on ne sait pas quand est-ce que l'activité reprend, donc on est dans une situation extrêmement difficile. Et en plus, il y a eu, sur le plan local, je pense, un problème de communication de la FBF, puisque votre représentant local a malheureusement, malencontreusement, dans la presse dit qu'on va aller à la chasse aux entreprises les plus fragiles ou les plus endettées. Je crois que ça a été très mal pris, notamment par les socioprofessionnels. Et pour ces entreprises-là, on s'aperçoit, et moi j'ai un cas que le président connaît bien, parce que c'est un établissement de la rue de Paris, donc il s'en souviendra, qui était un hôtel, et donc qui est fermé maintenant depuis le 17 mars, qui est une entreprise qui est en train de recouvrer une sortie financière. Elle a eu quelques années difficiles. Je rappelle qu'ici, on a vécu plusieurs crises, crise du requin, les gilets jaunes, etc. Et donc, elle était en voie de rémission. Et là, cet épisode du Covid-19 l'a plongée dans une difficulté telle qu'aujourd'hui, plus de 15 jours après une demande, on n'a même pas de retour de l'établissement qui a été sollicité. Et j'ai l'impression qu'on fait durer un peu, alors ce n'est pas un plaisir, mais la souffrance chez l'entreprise qui est stressée pour ne pas répondre et qui finalement aujourd'hui nous paralyse parce qu'on ne peut même pas saisir le médiateur du crédit ou voir autre chose. Donc je crois que ce genre aussi de comportement, moi je suis à votre disposition pour échanger, bien sûr, sur un plan privé, pour qu'on puisse arriver à trouver des solutions pour des entreprises qui finalement, dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Donc, je crois que c'est important. Là, il y a une espèce de ligne de crête qu'il faut qu'on réussisse à franchir pour préserver notre tissu économique, notre tissu d'entreprise qui, notamment à La Réunion, mérite de survivre à cette crise qui nous est totalement exogène. Voilà, ce n'est pas une question, c'est plus un témoignage et je suis désolé si ça vous met mal à l'aise, mais quelque part… Non, alors absolument pas. Comme je l'ai dit, le but de toutes ces rencontres, c'est d'aller au contact. Et je pense que dans chaque département et dans chaque région, il y a effectivement un correspondant de la Banque de France et puis surtout dans les banques concernées, il y a un correspondant et puis sinon il y a un responsable régional qui doit pouvoir répondre. Voilà. Et donc, le sujet des délais est un sujet extrêmement sensible parce que c'est vrai que quand le délai s'allonge, il se trouve que dans beaucoup de banques, le processus a conduit justement à regarder plus finement les éventuels refus. C'est-à-dire que, en fait, normalement, le dispositif habituel, c'est que en cas d'acceptation, vous pouvez avoir un deuxième regard, si ça excède certains montants, etc., sur l'engagement de l'argent de la banque. Quand il y a un refus de crédit, habituellement, il y a assez peu de deuxième regard. Sur le PGE, sur beaucoup de situations, ce deuxième regard a été systématisé, non pas dans le but, comme vous l'avez dit, de prolonger inutilement les délais, mais simplement pour s'assurer que la spécificité du PGE avec cette garantie de l'État est bien prise en compte. Voilà. Alors, ça peut peut-être expliquer un délai, donc normalement, il faudrait que vous puissiez avoir une indication de réponse. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que le secteur de l'hôtellerie, restauration, dès lors que les conditions de déconfinement seront connues, je pense que tous les grippages qu'on peut voir seront beaucoup plus simples à régler. Donc, c'est vrai que c'est
pas simple généralement pour les entreprises de demander un endettement supplémentaire. Là, c'est le cas. Il y a un autre point qui est plus technique sur les entreprises en difficulté. En réalité, donc comme je vous l'ai dit au début, il y a un champ qui a été considéré comme non éligible au PGE en raison de normes françaises et en raison de normes européennes, de demandes de la Commission européenne au titre des aides d'État. Ce qui a conduit, en fait, dans un certain nombre de cas, à refuser ou à mettre en pause, je dirais, enfin en attente, des réponses à des entreprises qu'en réalité la banque aurait bien voulu traiter, mais qu'elle ne pouvait pas traiter du fait d'un critère totalement couperet, qui est défini dans les règles sur les aides d'État. Et il se trouve que la fameuse FAQ dont je vous ai parlé et qui est sortie aujourd'hui, de même que la loi de finances rectificative qui sortira demain, permettront un assouplissement de ce critère. Autrement dit, ce ne sera plus un critère couperet alors qu'aujourd'hui ça l'est. Et donc, ça facilitera le traitement. Alors, ça ne conduira pas pour autant à toutes les accepter. Ça, je crois que c'est un élément qui est important à noter. Et c'est vrai que la profondeur des difficultés d'avant-crise, ça joue beaucoup sur la réponse. En revanche, il y avait ce critère couperet sur lequel on attendait, on savait depuis un certain temps que ça pouvait être en résolution. Et du coup, ça conduit effectivement à faire patienter sur des demandes qui potentiellement pourraient bien déboucher, mais pour lesquelles on a eu la réponse finalement hier soir et aujourd'hui, ce qui est une très bonne nouvelle. Voilà, donc ça va se déployer. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, je crois, bon, ça, j'ai peut-être regroupé plusieurs questions, il y en a énormément. Bon, la première, c'est, vous venez partiellement d'y répondre, quelle solution pour les entreprises en difficulté si le PGE est impossible? Deuxième question plus technique, quel impact de l'assouplissement réglementaire, notamment BAL 4, sur la solidité du système bancaire? Et troisième question, une question plus interne au monde de la banque, comment anticipez-vous l'impact de la crise sur les emplois en banque d'investissement? Alors, le premier élément sur les entreprises en difficulté, je l'ai dit, un certain nombre pourront devenir éligibles. Et puis, pour d'autres, l'État a mis en place un dispositif public d'avance remboursable ou de FDES, enfin, qui est un fonds également abondé par les régions, je crois. Et donc, il y aura un dispositif départemental d'analyse de ces situations, probablement peut-être avec des restructurations de bilan également. En tout cas, ce sont des solutions qui ne se trouvent pas dans le marché aujourd'hui, même avec la garantie de l'État, mais des solutions qui sont abondées par l'État et gérées par un dispositif public. Le sujet de BAL 4. Alors, les assouplissements qui ont été proposés, effectués dans certains cas et proposés, sont de plusieurs ordres. Pour BAL 4, ce qui a été décidé par la Commission européenne, c'est de repousser le début de la mise en place en Europe. Il n'a en fait pas commencé, puisque les accords de Bâle, qui sont des accords gérés d'un comité, auprès duquel il y a un engagement non pas juridique, moral en quelque sorte, enfin, le mot est un peu disproportionné, mais voilà. Et donc, ce dispositif doit être transposé dans la législation européenne. Et donc, c'est ce processus de législation qui va être repoussé, ce qui permet, en fait, de réévaluer la pertinence des règles, qui sont fondamentalement des règles de gestion des risques, au regard d'un monde complètement nouveau et je dirais de préoccupations qui ne sont pas forcément celles qui ont prévalu à la rédaction de l'accord. Donc cet assouplissement, il n'existe pas encore, puisque de toute façon, la norme n'existe pas encore. Voilà. La deuxième catégorie d'assouplissement qui a été apportée, c'est en fait le retour sur des règles qui avaient tendance, quand vous preniez un risque, à l'amplifier immédiatement. Alors, je vais schématiser vraiment de manière extrêmement caricaturale, mais en fait, de nouvelles normes extrêmement récentes conduisait à considérer que dès lors que vous aviez fait un incident de paiement, eh bien, tout d'un coup, tout le portefeuille lié au même client posait problème et qu'il fallait prendre très vite le risque. Bon, je schématise, c'est beaucoup plus compliqué avec beaucoup de formules, mais
On voit bien que ça, c'est ce qu'on appelle la procyclicité, hein, c'est extrêmement procyclique, ça amplifie, ça accélère, et ça conduit finalement à créer des impacts et donc à créer de la frilosité avant que la totalité ne se matérialise. Et donc, c'est ce dispositif-là qui a été assoupli. Bon, après, il y a eu des reports de délai pour d'autres types de règles. C'est moins fondamental, je dirais. Mais en tout cas, ce dispositif sur la gestion des risques est extrêmement important puisque ça permet d'éviter, dans une situation comme celle-ci où on a une vague massive, de noyer immédiatement les clients. Voilà. Quelque chose qui a vraiment tenu compte des circonstances. La troisième question sur les emplois, je pense qu'il n'y a pas d'anticipation particulière sur les emplois. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, la crise est gérée au jour le jour. Comme je l'ai dit, une partie des impacts seront des impacts temporaires en fonction de la reprise qu'on estime dans les 2-3 prochaines années. Eh bien, je pense que chacun refera ses calculs. Mais en tout cas, les sujets d'emploi ne sont pas aujourd'hui sur la table s'agissant des banques françaises. Merci. Alors, une autre question. Quel impact sur les marges des banques? Y aura-t-il un effet d'éviction des prêts classiques, du moins pendant plusieurs mois? Alors, c'est une question de spécialiste. Voilà. Alors, je pense que c'est vrai qu'un gros effort a été fait sur les PGE. Le sujet de l'effet d'éviction, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Ce qui est vrai, c'est qu'en termes d'efforts opérationnels, les nouveaux projets suscités par les clients, je pense que les clients eux-mêmes les ont mis en stand-by. Hein, donc cette question d'éviction, elle n'est pas encore posée. Ce sera une très bonne question à se poser en sortie de crise ou à partir de la fin de l'année. Donc, trop tôt pour y répondre, mais ça fait partie des sujets de sortie de crise. Là aussi, il est peut-être un peu tôt en termes d'information, mais vous nous le direz. Dispose-t-on de statistiques de PGE en termes de montants accordés par société et par taille de société? Alors, il devrait y avoir une étude publiée sur une première vague de PGE très vite. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les prêts aux TPE, comme je vous l'ai dit, qui représentent 90% des entreprises bénéficiaires et quelque chose comme 30 ou 40% des montants, ces prêts-là sont en moyenne de 90 000 euros. Et puis, le montant moyen du PGE se situe, selon les jours, entre 150 000 et 200 000 euros dans l'ensemble. Voilà. Donc, on est sur des montants qui sont modestes, mais qui ne sont pas tout petits. Hein. Les toutes petites entreprises, vraiment toutes petites, qui ont un problème, je dirais, ponctuel, beaucoup d'entre elles sont allées au fonds de solidarité, donc on n'a pas forcément les mêmes publics, les mêmes besoins. Hein. Vraiment, un micro-entrepreneur, par exemple, une micro-entreprise, pardon, qui fait moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, on a parfois des questions, est-ce que les micro-entreprises peuvent prendre un PGE? La réponse théorique, c'est oui, puisqu'il n'y a pas de plancher. Mais vous voyez que 25% de votre chiffre d'affaires, quand vous avez 10 000 euros, c'est 2 500 euros. C'est très, très, très inférieur à la moyenne constatée, y compris pour les TPE. D'accord, très bien. Il n'y a pas de plancher, mais les tailles peuvent être très différentes. Merci beaucoup. Alors, autre question, beaucoup plus globale, qui est tout à fait dans l'air du temps. Des députés dénoncent le fait que les aides soient orientées vers des entreprises émettrices de CO2. Quelle est votre analyse sur le sujet? Alors, le dispositif a été conçu comme très simple. Et en réalité, multiplier les conditions, enfin, on a entendu monsieur témoigner tout à l'heure pour la réunion sur la difficulté à réunir des pièces. C'est vrai que l'option qui aurait consisté à faire un PGE vert avec des conditions d'émission, etc., aurait probablement rendu encore plus complexe le dispositif. Voilà. Donc, je pense que le sujet se pose de façon différente pour le PGE destiné à la très, très grande majorité des entreprises. Et puis, pour d'autres entreprises qui, elles, relèvent d'un arrêté ministériel
et pour lequel peut-être dans la dynamique de discussion et d'attribution du PGE font l'objet d'une logique différente. Mais voilà, enfin, je crois que la logique du PGE, c'est vraiment de ne pas conduire une entreprise à tomber du simple fait de cette période de confinement. Et donc, ces sujets-là se traitent par d'autres logiques, peut-être, de plus long terme. Bien. Alors là, plusieurs questions. Je vais vous en donner 2 ou 3 comme tout à l'heure. Peut-on aujourd'hui affirmer que les niveaux de capitaux propres et de liquidités imposés par Bâle III à la suite de la précédente crise financière sont suffisants pour que le système bancaire reste stable pendant la période de crise? Ça, c'est la première question. La deuxième question porte sur les facilités de liquidité conditionnelle à taux négatif proposées par la BCE. Sont-elles attractives pour les banques françaises? Et une autre question qui est un peu micro. Ma banque, nous dit un intervenant, me suggère de prendre 25% du CA annuel de mon cabinet de recrutement en prêt et je ne suis pas sûr à ce jour d'en avoir besoin. Vaut-il mieux faire une appréciation réelle ou faire un prêt du maximum autorisé, quitte à rembourser dès la fin de la crise l'excédent si existant? Voilà, là ce sont des préoccupations qui deviennent de plus en plus pointues. Alors, je vais peut-être commencer par la dernière question et puis regrouper la réponse aux 2 autres. Le cas concret, c'est celui que je citais tout à l'heure. Finalement, chaque entrepreneur se pose la question, est-ce que je vais au maximum? Ce qui veut dire quand même se créer un endettement non négligeable avec un coût qui est celui de la garantie, hein, ou bien est-ce que je calibre mon besoin? Bon. En réalité, le PGE, il est disponible jusqu'à la fin de l'année, hein, jusqu'à la fin de l'année 2020, et vous pourrez, si nécessaire, enfin vous pouvez, le sujet c'est l'appréciation que vous faites de votre propre avenir. Si vous êtes aujourd'hui à l'aise avec un montant moindre, on va pas, enfin je pense pas qu'on vous force à en prendre davantage. Voilà, donc c'est vraiment une question de gestion personnelle, et la logique du dispositif, c'est que il faut prendre ce dont on a besoin. Voilà. C'est la logique du dispositif. Ensuite, on sait que dans toute la masse d'entreprises, il y en a qui prendront plus que ce dont elles ont besoin. On a d'ailleurs parfois des remontées nous disant « mais alors pourquoi est-ce que le banquier conteste la demande du maximum, etc. » Je crois que la logique, c'est vraiment le besoin de l'entreprise. Ça, c'est un élément. Les 2 autres questions, en fait, je vais les regrouper sur Bâle III et puis sur la liquidité offerte par la Banque centrale européenne. En fait, ils illustrent assez bien le phénomène qu'on a connu depuis 10 ans, qui est à la fois un durcissement très fort des règles, hein, une très très forte augmentation des minima de fonds propres. Et comme les banques françaises se placent toujours largement au-dessus des minima, eh bien pour elles, ça a été à la fois exigeant puisqu'il fallait atteindre un minimum supérieur et puis faire un effort pour répondre à la réputation de solidité des banques françaises. Et puis, ces règles ont conduit également à réfléchir à la diversité des solutions pour arriver à ce résultat. Donc, il y a de multiples instruments qui permettent de les atteindre. Et puis, s'agissant de la liquidité, vous avez également de multiples outils de liquidité, notamment par le recours aux instruments de banque centrale. Donc, je dirais, quel que soit le coût de ces instruments de banque centrale, la valeur, finalement, c'est la variété que ça offre. Et puis, bien sûr, le fait qu'une banque centrale, c'est finalement le prêteur le plus naturel possible pour une banque. Voilà. Donc, ce sont évidemment deux faces d'une même pièce. D'un côté, des banques centrales qui prêtent beaucoup et qui font partie de la palette des outils de liquidité. Et puis, de l'autre, des règles extrêmement lourdes qui vous conduisent à utiliser toutes les couleurs de la palette, tout simplement. Donc, je dirais à la fois ces règles, je ne dirais pas qu'elles permettent aux banques d'être plus solides aujourd'hui, je dis qu'elles ont conduit les banques finalement à toujours être plus attentives à être solides en toutes circonstances. C'est ça qui nous rend finalement proactifs dans cette crise. Autre question d'un ancien qui est aux Antilles.
Avez-vous des statistiques à l'heure actuelle pour l'outre-mer où la nécessité du PGE est plus forte et l'accès à ce PGE plus difficile? Première question. Comment le secteur bancaire envisage la possibilité d'une ou de plusieurs phases de confinement en cas de deuxième ou troisième vague? Et enfin, quelle est la nature exacte de la garantie de l'État? Voilà. Le sujet de la deuxième ou troisième vague n'est pas sur la table pour nous. Hein. Je veux dire, on part du principe qu'on réussit là ici, donc voilà, il y aura des questions d'avenir à se poser au bon moment, mais en tout cas celle-ci n'est pas immédiatement visible. Alors je suis en train de chercher des éléments sur la part de l'outre-mer. Alors ce sont des informations qui sont encore une fois en instance de publication, donc je ne les ai pas. C'est autour de 5 ou 6%, si je calcule, oui, 5% à peu près, de l'ensemble des montants qui sont accordés sur l'ensemble du territoire. D'accord. Les banques sont-elles en mesure de soutenir les entreprises existantes et la création d'entreprises dans un tel contexte? Est-il envisagé dans les anticipations de sortie de crise que les investissements dits responsables servent à financer les entreprises les plus éco-responsables, par exemple sous la forme d'un prêt vert? Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'outils, de produits pour ces financements. La période actuelle permet peut-être à beaucoup d'épargnants de réfléchir, de s'informer sur ces outils. Tout le monde s'accorde à dire que ce sera une très forte tendance plus tard. Donc voilà, la question est dans tous les esprits. Alors, il y a eu récemment, nous dit OLG, il y a eu récemment des annonces de banques assureurs souhaitant indemniser leurs clients professionnels de leur perte d'exploitation, normalement non couverte par les contrats. N'est-ce pas une importante prise de risque sur leurs fonds propres dans un contexte qui reste de plus en plus incertain? Et deuxième question, sachant qu'il y a le risque de retour d'un autre confinement, pensez-vous qu'économiquement, les banques pourront subvenir à une nouvelle demande de PGE? Alors, sur la question concernant les banques assureurs, peut-être Jean répondra-t-il. Bon, voilà. Et sur la question sur le risque d'autres confinements, j'ajoute juste une chose, peut-être pour compléter également la même question qui a été posée, enfin pas la même question, mais la question de l'éventuel nouveau confinement. Aujourd'hui, on est à peu près 65 milliards. L'enveloppe de PGE, c'est 300 milliards, donc on est très très loin. Si je regarde les sondages de la CPME notamment, ce qu'on voit, c'est que la moitié des entreprises considère qu'elle a déjà eu recours à sa demande et il y a à peu près le même montant, ou le même nombre d'entreprises, je dirais, qui se projettent sur un futur PGE. Toujours est-il qu'on est largement en dessous de l'enveloppe. Elle a justement été calibrée, cette enveloppe, sur un niveau extrêmement élevé. C'est largement plus d'un an de crédit de trésorerie à l'économie. Donc, je pense que cette enveloppe, elle est aujourd'hui très, très large et donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur ce point. Voilà, je laisse la parole à Jean. Jean, sur les banques assurances? Oui, en fait, ce sont des banques assureurs mutualistes qui ont entrepris cette démarche et à commencer par le crédit mutuel, les assurances du crédit mutuel. Dans une optique je dirais, d'approche globale de la clientèle, puisque un bancassureur, il est par construction très proche du banquier de terrain. Et là, c'est un geste de solidarité que le Crédit Mutuel a entrepris.
pour compenser une partie de la perte de revenus de ces PME. Et si on regarde l'aspect d'impact sur les fonds propres, je pense pas qu'on doive avoir d'inquiétude particulière parce que le Crédit Mutuel va mobiliser, les assurances du Crédit Mutuel vont mobiliser environ 200 millions d'euros et les fonds propres de ce groupe de compagnies s'élèvent à plus de 11 milliards d'euros. Donc, c'est un geste très significatif, mais tout de même proportionné. Et je suis certain que cette compagnie s'était entretenue avec l'autorité de contrôle avant de publier son annonce. Et quant au Crédit Agricole, leur dispositif mobilisera 200 millions d'euros également. Donc, même conclusion au niveau de la relation avec les fonds propres. Merci beaucoup, Jean, de cette réponse précise. Nous acheminons vers la fin de l'heure que nous nous étions accordée. Je propose peut-être, s'il y a un d'entre nous sur le réseau qui veut prendre la parole pour poser une ou deux dernières questions à Madame Attig. Nous sommes encore 120 sur le réseau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut… Oui, allez-y. Bonjour. Juste une question. Vous savez qu'aujourd'hui, les entreprises en conciliation, vraisemblablement, peuvent bénéficier, pour certaines d'entre elles qui remplissent les questions, du prêt, de la garantie de l'État. Est-ce qu'une entreprise qui est en conciliation et qui est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, parce que maintenant, c'est possible avec l'ordonnance qui prévoit le gel de la cessation des paiements à la date du 12 mars et ça continue jusqu'au 24 août. Donc, une entreprise qui est en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, est-ce qu'elle aura des chances d'obtenir ce prêt? Première question. Et d'autre part, en ce qui concerne les crédits professionnels en cours, est-ce qu'elle va pouvoir obtenir des délais de paiement plus facilement, alors même qu'elle est en état de cessation de paiement depuis peut-être plusieurs mois? C'est assez difficile de répondre de façon théorique. Ah. Je dirais, voilà, ce que je vous propose peut-être, si vous avez besoin d'un contact avec la banque concernée pour avoir une réponse précise, je pense que c'est vraiment la question la plus simple. Le sujet de ces entreprises en difficulté est en train d'évoluer. Il n'évolue pas forcément pour toutes les situations, puisque, encore une fois, la profondeur des difficultés antérieures conditionne beaucoup la possibilité d'accès au prêt. Voilà. Donc, ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on en parle en bilatéral. Je veux bien. Comment vous répondre au mieux. Voilà. Merci. Je crois une dernière question de Laurence Grécu. Oui, vous m'entendez? Très bien. C'est sur la nature de la garantie de l'État, parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Et j'aimerais savoir si c'est une garantie à première demande ou comment elle se met en œuvre, en fait, s'il vous plaît. C'est une garantie irrévocable et puis effectivement, elle est assimilable à une garantie à première demande au sens prudentiel, puisque la modalité d'activation de la garantie permet de considérer qu'elle est très rapide et automatique. Voilà. Donc, il y a eu un texte qui a clarifié récemment ce point. Ah oui, c'est quel texte, s'il vous plaît, parce que ma direction me le demande. Oui, je vous enverrai les références séparément. C'est un arrêté publié hier ou avant-hier, je pense. Voilà, alors peut-être pour conclure, une dernière question beaucoup plus générale, mais qui est revenue à plusieurs reprises dans les questions qui vous étaient proposées. Dans quelle mesure la chute des prix du pétrole va avoir un impact sur l'équilibre du secteur financier? Je vais énormément vous décevoir puisque je n'ai pas de données consolidées sur l'exposition des banques. Là, c'est vraiment une chose que chacun pourra voir dans les comptes, qui seront publiés entre mai et août.
Voilà, donc c'est assez variable selon les établissements. D'accord, très très bien. Bien, eh bien écoutez, il me reste, on va tenir notre promesse de se tenir à cette heure qui a été passionnante. Je vous remercie beaucoup d'avoir consacré 1 heure de votre temps, dont on sait qu'il est très précieux, à nous présenter la réponse du secteur bancaire à la crise, de nous avoir en général plutôt d'abord informés et donc rassurés quand l'information est précise sur, pour l'instant du moins, la solidité et la force de la réponse bancaire à la crise que nous traversons, même si en effet, on l'a vu sur plusieurs éléments, il est difficile de prévoir à moyen terme ce qu'il en sera. Donc encore une fois, mille merci. Mille merci à vous, Maya Altig. Mille merci à notre ami Janvier Kierini-Matra, que nous retrouverons autour de la question purement des assurances dans les jours qui viennent lors d'une conférence du même type. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont des fidèles maintenant de cette conférence hebdomadaire qui va butiner sur le terrain économique et qui ne se privera pas de revenir sur des terrains qui seront aux marges de l'économique et du politique, avec une conférence que nous sommes en train de monter avec 2 spécialistes du développement durable. Voilà, donc bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup de votre participation.